qu'il faut comprendre, c'est que, puis ça fait penser comme un peu, tu sais, la question qu'on se pose là, des index boursiers, là, tu sais, les bourses, qu'est-ce qui est venu au monde en premier? C'est les index boursiers ou les titres, puis qui influence qui? Ben, c'est les titres qui sont venus au monde en premier. Puis les indices boursiers, Dow Jones, ça fait là, sont venus au monde après. Ça, c'est des espèces de benchmark pour être capable, tu sais, de voir si ton titre, il performe comment par rapport à la moyenne, puis ainsi de suite. Les ETF, c'est le même principe. Hein. Les ETF sont au monde bien après les titres. Euh, Ça a commencé, je vous disais, dans les années. En passant, c'est inventé au Canada, ça. Ça a commencé dans les années 90. En 2000, il y en avait peut-être une dizaine. Puis là, aujourd'hui, je ne compte plus, je pense qu'on a dit au-dessus de 2000. Puis bon, vous allez voir la problématique, là. Et ça fait longtemps, je dis, moi, qu'il y a un problème avec les ETF. Un problème, il y a une prolifération. Mais là, il y a un autre problème qui vient d'apparaître, qui est étonnant un peu sur le coup, mais qui fait bien du sens quand on comprend comment ça marche. Alors, rapidement, un exemple simple. Si on prend GLD, hein, GLD qui est l'ETF de l'or, parce que ça, c'est facile à comprendre quand je donne ça comme exemple. Si GLD, si le spot de l'once d'or un bon matin rouvre à plus 35 à Londres, ben, c'est pas compliqué, c'est un ratio de 10 pour 1, là. Il faut que GLD prenne 3 pièces et demie. Alors, si vous prenez GLD actuellement, d'ailleurs, je vais vous montrer ça. Alors, GLD, on va se mettre en jour. Voyez-vous, GLD est à 141. Donc, si on multiplie par 10, elle arrive avec un once d'or à peu près à 1400 pièces, 1410 pièces long. C'est jamais parfait, ça reste un ETF, fait un petit peu de discrepancy. Mais il reste que, comme je disais ici, si l'ETF prend 35 points d'ouverture, GLD doit lui apprécier de 3 pièces et demie en ouvrant. Pas 10 minutes plus tard puis 20 minutes plus tard. Alors, évidemment, vous comprenez que pour qu'un titre bouge, peu importe si ce soit un ETF ou un titre, c'est toujours une question d'offre et de demande. Donc, c'est évidemment impossible d'espérer que tout le monde sur la planète achète juste la quantité nécessaire à l'ouverture pour que GLD prenne 3 pièces et demie. Donc, c'est créé artificiellement ça, ce gap-là de 3 pièces et demie dans GLD. Ceci étant dit, ils n'ont pas de bouton. C'est pas une question qui fixe un prix, là, puis ça part là, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Il faut qu'ils s'arrangent pour qu'on arrive là, mais de la façon conventionnelle, là, par là, finalement. Il y a beaucoup de joueurs impliqués dans un dev, vous en souvenez, puis les plus gros, évidemment, c'est les plus gros joueurs. Et ici, vous avez justement là, Spider, qui est un des plus gros développeurs d'index, un sponsor, un distributeur. Mais ça, celui que je vais vous parler, c'est lui ici, parce que c'est lui, là, en ce moment, que je suis un certain point qui est sur la sellette dans ce que je vais vous dire. Puis évidemment, il y a une banque quotidienne dans le milieu ici. Bon. Dans un cas comme ça, bon, vous avez l'ETF, mettons GLD, vous avez les composantes. Ça, c'est l'or. OK? Ça, c'est l'ETF lui-même, et ça, c'est l'or. Puis les gens, ben, et le participant ici, lui, pour faire l'arbitrage, bien évidemment, il achète un puis il vend l'autre, puis ainsi de suite. Donc, à 9h30, quand ça rouvre, lui, il faut que son ETF prenne 3 pièces et demie à l'ouverture. Alors, comment il fait ça pour faire ça en une fraction de seconde? Une opération très complexe dans les faits, mais simple à expliquer. Il se met à acheter massivement de son ETF, puis il vend des lingots d'or. Vous comprenez qu'en faisant ça, dans le temps de le dire, évidemment, ça, c'est l'autre problème. Je ne veux pas embarquer dans celui-là, là, mais que, vous savez, on voit l'or qui bouge. L'or qui bouge, je veux dire, ne bouge pas juste parce que l'or qui bouge. Hein. D'ailleurs, de toute façon, l'explication que je reviens tantôt va un peu avec probablement le mouvement actuel de l'or qui est probablement pas nécessairement aussi vrai qu'on puisse le penser. Donc, ici, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il achète massivement son ETF, donc il crée une demande. Alors, le prix de l'ETF monte, on s'entend, on s'en va vers le 3,5. Et pour aller plus vite, ben, évidemment, il vend de l'or. Fait qu'en vendant l'or, ben, évidemment que le prix de l'or baisse. Fait que, tu sais, assez rapidement, le 35 devient peut-être 33,5. Et puis, finalement, ici, ben, il y a juste besoin d'augmenter d'une pièce et demie pour atteindre le même résultat. Donc, c'est comme ça qu'en une fraction de seconde, il va équilibrer
la valeur de l'ETF sur le spot. Puis évidemment, ben, ça, c'est 9h30 le matin. Après ça, dans la journée, à chaque nanoseconde, ça, c'est pas un humain qui fait ça, là. Les humains en arrière, mais c'est des algos, puis c'est des programmes trading ultra avancés, là. En nanosecondes, pratiquement, constamment, le Authorized Participant va s'assurer, parce que c'est sa job, c'est un arbitragiste, ce gars-là, hein, va s'assurer que l'ETF suive le spot. Vous avez compris dans mon explication, j'ai toujours dit, puis c'est ça la réalité, là. L'ETF suit la composante. Quand il y a un gap le matin sur l'or, c'est pas l'ETF qui gap avant l'or, c'est l'or qui gap à 35. Puis l'ETF, après ça, lui, doit s'ajuster. Alors ça, c'est la normalité des choses. Appliquer ça maintenant à un panier de titres, le S&P 500, titre d'exemple, c'est le même principe. Quand le S&P 500, l'ouverture le matin est gap, comme ce matin, il y a eu un gap, ben, le fameux spike que vous connaissez, ben, c'est le même principe. Il faut que le participant achète beaucoup de son SPY, puis vende des composantes du S&P 500, des compagnies. Et souvent, ils vont vendre à découvert parce que, bon, ils n'ont pas de véritablement, ils n'ont pas d'inventaire, ces trucs-là. Puis évidemment, ben là, comme je dis, vous comprenez, c'est un calcul qui se fait à vitesse de l'éclair, là, parce que, tu sais, lequel que je vends, puis bon, c'est pas des affaires qui sont faites à peu près là. Mais c'est le concept. Le concept, théoriquement, euh, la composante, peu importe quelle elle est, que ce soit de l'or, que ce soit le S&P 500, que ce soit le GDX, les 30 plus grosses orifères, peu importe. Quand une composante bouge, son ETF qui est rattaché, lui, doit suivre. Ça, c'est la normalité des choses. Bon, maintenant, ce qu'on vient dire dans cet article-là, c'est que là, c'est le monde à l'envers. Ce qui arrive maintenant, la plupart des gros fonds sur la planète, hedge funds, les caisses de dépôt, à peu près tous les gestionnaires de fonds, à part les hedge funds alternatifs, là, mais les fonds conventionnels, là, ça fait longtemps qu'ils ne se battent plus le caillou à acheter des titres. Hein. Puis, ils achètent des ETF. Et même eux font ça, puis le commun des mortels aussi, d'ailleurs, il y a même des robots maintenant là, qui vont, les Wealth Front, puis tous ces trucs-là, là, qui vont tenter de constituer des portefeuilles idéales à partir de fonds indiciels. Alors, de plus en plus, les traders, les investisseurs en bourse vont acheter des fonds indiciels. Alors là, la problématique que ça crée, là, ben là, ça fait exactement le monde à l'envers. C'est que quand tu dis que si tu achètes un fonds indiciel, ben, il y a une pondération là-dedans. Là. Si vous regardez, là, peu importe là, les fonds, le S&P 500, il y en a que c'est des pondérations, il y en a que c'est linéaire, il y en a que c'est weighted qu'on appelle. Il y a une sorte de mécanique pour faire ça, là, mais de façon générale, il faut que tu respectes des pourcentages de la constitution de l'ETF. Alors, quand à un moment donné, les ETF s'achètent comme ils s'achètent, ben, un petit peu par obligation, ils sont obligés d'acheter des titres qui font partie de l'ETF pour maintenir toujours ce niveau-là là, de pourcentage de pondération des composantes dans l'ETF. La part des composantes sont exclues comme GLD, CELAR et tout. La part des composantes, c'est des titres. T'sais, si vous regardez la part des ETF, prenez SMH, c'est un ETF de semi-conducteurs. C'est des titres de semi-conducteurs. Puis le problème aujourd'hui, avec 2000 ETF ou à peu près, puis théoriquement, il y a à peu près 5. D'ailleurs, c'est pour ça, donner un exemple, là, à une certaine époque, il y avait 2 fois plus de titres qu'il y en a aujourd'hui. Mais ça a fondu beaucoup, puis les ETF ont pris beaucoup de place. Mais tu as 2000 ETF, il faut peut-être, si on prend les 2 grosses bourses là, américaines, 5-6 000 titres réunis. Donc, c'est bien évident. C'est un ETF qui se respecte, tu n'as pas même rien en bas de 20, 30, 50 composants. De S&P 500, tu en as 500. DA, tu en as 30. Le Q, tu en as 100. Fait que vous voyez que
c'est bien évident qu'avec 2000 ETF, puis avec des ETF qui ont en moyenne peut-être une centaine de titres qui les composent, puis à peu près 6000 titres de disponibles, ben, vous comprenez qu'il y a bien des titres qui se retrouvent dans bien des ETF. Fait que ça fait juste amplifier la problématique. Donc, long story short, puis ils craignent que ça pourrait, vous lirez l'article, la prochaine bulle pourrait. Évidemment, ils ne se prononcent pas sur quand. Hein, ça devient compliqué aujourd'hui, on le sait, là. Mais la prochaine bulle, il y a deux places que la prochaine bulle pourrait venir. Et de toute façon, si la bulle arrive, ça va un peu à l'ensemble. Souvenez-vous du subprime mortgage quand ça a planté. Théoriquement, initialement, c'était tous les prêts toxiques, mais ça n'a pas été long que tout le secteur financier a passé. Donc, les deux grosses bulles actuellement possibles qui vont probablement éclater un bon matin et qu'une va probablement entraîner l'autre, c'est les rachats d'actions. Hein? On est à même affaire. Là. Dans le fond, on est en train de parler de comment ça fait que les bourses montent. Jusqu'à un certain point, là, depuis si longtemps sans arrêt. Et, oui, là, ils font un peu de surplace, mais il reste que c'est quand même spectaculaire la montée des bourses là, depuis, depuis la crise de 2008. Là, rendons à César ce qui revient à César. Là, c'est une montée assez spectaculaire. Là, c'est la plus longue dans toute l'histoire des bourses et la plus puissante. Puis, pourtant, parallèlement à ça, bon, tu sais, il y a des problèmes partout sur la planète. Là. On ne peut pas dire nécessairement que c'est rose partout. Là. Donc, ça fait un peu bizarre. Elle pourrait monter la bourse, mais pas avec cette force-là, puis avoir eu des retraces bien avant, en cours de route, là, bien plus importantes que ce qu'on a eu. Mais c'est pas le cas. Alors, parce que théoriquement aussi, n'oubliez pas, le commun des mortels, les salaires n'ont pas augmenté à vitesse que les bourses ont augmenté. Là, le dollar a été multiplié. Si vous partez de 8 000, là, ici, là, on est rendu à 28 000. Là, pas compliqué, c'est 4 fois ça. Là. Les salaires n'ont pas suivi. Là. Alors, le commun des mortels, là, quand à un moment donné, tu as fait un placement et tu as acheté 100 actions d'Amazon ou une action d'Amazon, mais tu as vraiment acheté pour une couple d'années avant que tu en arrêtes d'autres. Là, pour que ça continue de monter comme ça, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui achète. Et si c'est plus le peuple. Alors, un, il y a des compagnies qui rachètent leurs propres actions. Puis deux, là, on découvre qu'il y a peut-être bien des actions de compagnies qui sont achetées, pas parce que les acheteurs croient à la compagnie, mais parce qu'ils sont obligés pour maintenir le niveau de pondération dans les ETF. Puis les ETF augmentant, ben forcément, font augmenter le prix des titres. Donc, c'est ce qui est expliqué dans l'article. Là. Vous comprenez que il y a une problématique avec ça. Là. Puis ça, c'est le genre d'affaire que, dans le fond, c'est vraiment comme les systèmes pyramidales. Hein? Une pyramide, elle marche tant ou son temps que tu as du monde en bas. Madoff, l'argent des investisseurs, il ne faisait rien avec. Ce qu'il faisait, c'est qu'il payait des intérêts à d'autres investisseurs. Hein? Alors, ceux qui arrivaient, ils prenaient l'argent, payaient les intérêts à ceux qui étaient avant là. Évidemment, ça mettait beaucoup dans ses poches, puis ils commençaient à en payer au niveau arrivé. Puis ainsi de suite. Alors, ça marche tant qu'on temps que tu as du nouveau monde qui arrive. Mais quand à un moment donné, il n'y en a plus, ben, vous savez ce qui est arrivé. Alors, les bourses, évidemment, c'est légal, les bourses. On n'est pas dans du Ponzi scheme, là, mais c'est un peu le même principe. Les compagnies rachètent leurs actions. Là, on rachète des actions pour rebalancer les ETF et maintenir toujours les niveaux de pondération qui sont supposés être. Alors, tant ou si longtemps que les entreprises sont capables de faire ça, puis on le sait, on l'a vu dernièrement, en plus, de plus en plus, ils commencent à se financer pour le faire. Ben, tant ou si longtemps que ça marche, ce système-là, ça va bien. La journée, à un moment donné, tout le monde commence à être épuisé. Là, il y en a qui commencent à plus être capables de suivre. Ben, c'est là. C'est là qu'il arrive des crashs. Hein. C'est pas, dans le fond, ce que j'explique là, c'est l'avènement des crashs. Alors là, on a ces deux éléments-là là, qui, en ce moment, convergent vers potentiellement là, un dur réveil. Évidemment, la grosse, par rapport à avant, je dirais, avant, on était un peu plus précis à tu sais, la 2008, à un moment donné, les gens l'ont pas vu venir, mais quand ça a commencé, on a vite réalisé qu'on était dedans. Là, c'est un peu plus dur de prédire le quand. Et ça, c'est à cause évidemment de l'événementiel.
l'événementiel est venu un petit peu, là, foutre le bordel. Et alors, donc, si vous mettez tout ça ensemble, ben, c'est pour ça que là, on a de la misère à prédire le quand, mais selon eux autres, c'est pas ce que ça va arriver, c'est sûr, c'est évidemment le quand. Donc voilà. Alors, pour rédiger l'article, vous allez voir, il y a peut-être un peu plus de matière, là, mais en gros, on est dans c'est le monde à l'envers. Les ETF lead le marché. Les ETF ont été créés pour suivre les composantes du marché et non le contraire.